La 17e édition du Festival international de science-fiction Utopial débute ce samedi. Un événement du calendrier nantais consacré cette année aux machines. Ambiance avec Nick Ressman. Bienvenue dans le monde des Utopiales. Le festival de science-fiction présente cette année des machines. Ces compagnons de l'homme qui nous aident à explorer, à transformer, à rêver. Ici, je présente les prototypes du Grand Napotaku. Le Grand Napotaku étant un terme qui définit mon univers, justement. Donc là, on voit des autofucks, mais on peut voir aussi des glutes, des polyglutes, des multiglutes et même parfois des polymultiglutes. C'est des machines à rêve, des machines à poésie un peu aussi. Je propose aux gens de s'amuser sans les prendre forcément par la main. Les œuvres ont parfois l'air aussi bizarres que leurs créateurs, mais cela ne devrait pas vous effrayer de rentrer dans ce monde onirique et de découvrir art plastique, jeux vidéo, bande dessinée ou encore cinéma. Le film italien Gigrobot est un peu dans le thème, dans le sens où on est dans le cas d'une machine dite parfaite, puisque en effet, le contre-pied qu'a pris ce film italien était justement de montrer une autre forme de super-héros. Ça fait partie de ce qu'on essaie à chaque fois de faire avec la compétition, de montrer des contrepoints et des contre-pieds possibles de films de science-fiction. Les Utopiales, c'est à la Cité des Congrès de Nantes, de samedi à jeudi. Jusqu'au 30 octobre, le Parc des Expos accueille le salon Creativa, le rendez-vous des loisirs créatifs ou comment fabriquer soi-même des figurines ou des cake design. Anne-Lise Tomine. Et si vous stimuliez votre créativité pendant les vacances ? Jusqu'au 30 octobre, le salon Creativa à Nantes vous inspire pour réaliser un joli cupcake, coudre votre prochain oreiller ou confectionner des suspensions. La foule se presse pour ce rendez-vous des loisirs créatifs et vous étiez plus de 20 000 personnes à vous y rendre l'année dernière. Mais à y regarder de plus près, le public est surtout féminin. Oui, c'est ça. C'est à peu près 94-96% de femmes. Beaucoup viennent avec les enfants, c'est simple. Elles viennent avec les enfants ou les petits-enfants ou entre copines. Et puis, pour chacune, on a des activités, des ateliers. Donc, ça permet à chacune de faire ses achats pendant qu'une est à l'atelier ou que l'enfant est à la garderie créative. Voilà, tout le monde s'y retrouve et on a beaucoup d'enfants, effectivement. On est pendant les vacances scolaires aussi. Des enfants qui peuvent tester des sortes de Lego Made in 44. Men in Block ne chasse pas les aliens. Cette entreprise de la Chevrolière propose aux enfants de fabriquer eux-mêmes leurs personnages préférés. Ce sont des petits blocs qui sont très très petits. C'est le plus petit bloc au monde. C'est destiné aux enfants à partir de 7 ans, de 7 ans jusqu'à 77 ans, il n'y a pas de problème. On a des adeptes de ce genre de produits, même des gens de 40, 50 ans, voire même plus. Enfants joueurs, mais aussi enfants gourmands. Les chérubins peuvent devenir l'alibi idéal pour passer du temps en cuisine. Surtout quand la compète fait rage pour réaliser le meilleur gâteau d'anniversaire. Le cake design, en tout cas, permet d'avoir à la fois le côté manuel, le côté gustatif, le côté créatif. Ça mélange beaucoup de plaisir et je pense qu'une maman a tout bon en proposant ce type d'atelier à son enfant. Ou ce type en tout cas de gâteau, si c'est son anniversaire. Finalement, Creativa, c'est beau la vie pour les grandes et les petits. Retour au championnat pour le FC Nantes. Après la belle parenthèse Coupe de la Ligue cette semaine, les hommes de René Girard se déplacent dimanche à Nice, leader de Ligue 1. C'est une équipe qui a énormément, qui a un jeu de possession qui est très développé. Après, ils ont énormément de joueurs de qualité dans leur effectif. Et voilà, ils jouent très bien au ballon, mais après, comme je vous l'ai dit, nous, on va aller là-bas pour les battre et c'est pas notre problème qu'ils jouent bien au ballon ou pas. On va là-bas pour prendre les 3 points. Les choses ne viennent pas toutes seules, donc il faut entreprendre pour avoir cette réussite-là. Je pense, oui, qu'on n'a pas été très récompensé des efforts qu'on a fait depuis le début de saison sur certains matchs. Et puis après la réussite, on travaille depuis le début de saison pour essayer de la faire tourner, mais il faut la saisir. Et on ne peut pas reprocher aux garçons de ne pas avoir tenté. Pornichet a accueilli il y a quelques jours l'équipe de France féminine d'Ultimate. Les meilleures joueuses de frisbee réunies pour préparer les championnats du monde organisés à Royan l'été prochain. Et Julien Herpin. Sur le sable fin de la plage de Pornichet, la pluie n'arrête pas l'équipe de France d'Ultimate.
Durant 2 jours, les tests physiques alternent avec les exercices techniques à un rythme soutenu. Donc on commence juste back, side, ok ? Objectif, être fin prête en juin prochain pour les championnats du monde à Royan. On a 25 postulantes, donc on a besoin de voir tout le monde, on ne connaît pas forcément toutes les joueuses. On a besoin de tester les filles techniquement, physiquement et de voir si elles sont capables de s'adapter tactiquement par rapport à nos consignes données pour pouvoir ensuite travailler avec un groupe qui répond à nos attentes et qui est capable de travailler ensemble rapidement. Si Pornichet a été choisi pour accueillir ce stage, ce n'est pas un hasard. Ces dernières années, le Tchak, le club local, est devenu une référence, sacré 3 fois champion de France en extérieur. Myriam et Mathilde en sont issues, elles postulent toutes les deux pour intégrer le groupe France, un sacré challenge. Oui, c'est très intense, surtout hier. Je pense qu'aujourd'hui ce sera plus tranquille vu qu'on finit vers 15h. Mais beaucoup de matchs, beaucoup d'intensité. Personnellement, je ne mets pas de pression parce que mon but c'est de passer un week-end avec les meilleures joueuses de France et d'apprendre beaucoup de choses. C'est comme ça que je le vois en fait. C'est pas comme un stage avec le challenge d'être prise en équipe de France. Si, forcément, on y pense. Mais c'est juste pour moi, je le prends comme un stage pour un week-end pour apprendre énormément de choses sur l'Ultimate. Les 2 pornichetaines devront toutefois patienter encore quelques semaines avant de savoir si elles prendront part au championnat du monde en juin prochain. Une épreuve où la France espère se hisser en quart de finale. Le Festival des enfants sages et pas seulement célèbre sa 4e édition. Au programme des spectacles jeunes publics qui plairont aussi aux parents. Claire Villalon a assisté à l'un d'entre eux. Vous ne savez pas quoi faire pendant les vacances de la Toussaint ? Pas de panique, la Salvasse a la solution. Depuis 4 ans, ce théâtre a créé un festival où il propose des créations jeunes publics, mais pas que. On essaye d'avoir des spectacles qui peuvent se lire à différents niveaux, que les enfants ne s'ennuient pas trop à regarder des spectacles pour adultes et que les adultes ne s'ennuient pas trop à regarder des spectacles pour enfants. Les adultes ne sont plus des simples accompagnateurs, mais un public à part entière. C'est ce qui a séduit la compagnie Le Loup Isozote. On trouvait que le spectacle il était approprié justement pour cette demande spécifique du festival parce qu'il y a donc des objets qui sont très colorés, des bruitages que les enfants captent très très bien. Et puis après, comme c'est muet, il y a des petites références par exemple au cinéma muet. Il y a des musiques qui sont plus connues par les parents. Ça, c'est vraiment des références qu'on a voulu pour les adultes et que du coup, ce soit un spectacle à double lecture en fait. Les 2 artistes ont inauguré le festival avec leur spectacle de marionnettes En attendant Coco. L'histoire d'un gentil qui tombe amoureux d'une main. Malheureusement, un méchant veut à tout prix les séparer. Une histoire simple et sans parole qui a beaucoup plu aux parents justement. J'ai trouvé ça vachement bien, j'ai trouvé ça vraiment original. J'aime beaucoup le côté construction du théâtre en soi, les mouvements, toute la mécanique qu'il y a derrière, puis les personnages. Puis voilà, je pense que j'ai pas été le seul à aimer ça. Le Festival des enfants sages et pas seulement continue jusqu'au 1er novembre avec 3 autres spectacles à venir découvrir sans modération. Le passage à l'heure d'hiver, c'est pour ce week-end. N'oubliez pas de régler vos montres. Et bonne nouvelle, on gagnera 1 heure de sommeil. À 3h du matin, dimanche, il sera 2h. La nuit tombera logiquement plus tôt également, alors attention sur la route. Le passage à l'heure d'hiver s'accompagne généralement les jours suivants d'un pic d'accidents. Ancien médaillé paralympique en ping-pong, Julien Soyer a couvert les derniers JO à Rio en tant que journaliste. Retour avec lui sur une édition plutôt réussie. Ouais, c'était de beaux Jeux paralympiques. On avait beaucoup de craintes avec tout ce qu'on entendait, le déficit, le fait que la Russie soit exclue. Il y a eu beaucoup de sujets polémiques en amont. Et finalement, les Brésiliens, un peu à la brésilienne, ils se sont adaptés, ils ont réussi à pallier un peu à tous les problèmes qu'ils allaient rencontrer. Et quand on est arrivé, globalement, le village était, au dire des athlètes, et puis ce que j'en ai vu, très accessible. Alors il y avait du relief, mais ça c'est lié à la topologie de Rio. Donc bon, pour les personnes en fauteuil roulant, c'est toujours un peu compliqué, mais finalement tout le monde s'est plutôt adapté. Et puis voilà, faire des jeux au pied du Corcovado et du pain de sucre, ça reste quand même une expérience unique. Ils ont pour eux ce cadre fantastique et puis cette ambiance carioca, enthousiaste, qui resteront des grands moments, enfin qui font que ces Jeux resteront un grand moment de sport paralympique. Alors en France, oui, puisque France Télé avait décidé de mettre les moyens, 100 heures de direct sur l'ensemble des 12 jours de compétition, en comptant les 2 cérémonies. C'était du jamais vu sur des Jeux d'été, du direct, c'était du jamais vu sur des Jeux d'été.
Là, en plus, ils se sont appuyés sur des consultants comme Sami El Guedari, qui finalement est un peu la star de ces Jeux, qui était en plateau et qui a apporté toute son expertise du handicap. Et je pense qu'il y a eu des bons pics et un bon suivi parce que pour une fois, les gens voyaient des images qu'ils comprenaient grâce justement à l'apport des consultants qui ont été choisis par France Télé. C'était une super expérience professionnelle d'abord parce que la télé est un monde que je ne connaissais pas du tout ou très peu. Et là, on a pu voir comment était organisé un conducteur d'antenne, comment étaient décidés les choix au dernier moment, les aléas du direct, mais vraiment au sens, on entend souvent cette phrase, mais là on a mesuré à quel point effectivement il faut un grand professionnalisme pour y pallier. On peut le dire, 2 médailles d'or avec Stéphane Houdet en double tennis et puis Damien Séguin qui retrouve le titre 12 ans après en 2.4 en voile. Donc oui, 2 médailles d'or, quelques médailles de bronze avec Arnaud Assoumani, Gladys Lemoussu sur le triathlon pour la première du triathlon, Cindy Moreau pour la première du canoë-kayak également. Donc ouais, on a un beau panel de sportifs avec des belles médailles, 2 titres encore une fois, on peut dire que c'est une belle cuvée pour la France comme pour les Pays de la Loire. En termes de résultats, c'est celle de Damien Séguin. Parce qu'il y a tout eu dans cette course, il y a eu des rebondissements incroyables, il a mal démarré mais il s'est accroché. Ensuite il y a eu la disqualification de l'Australien au dernier moment, mais en fait c'est pas un hasard si Damien peut profiter de cette disqualification pour finalement ravir le titre lors de la dernière course parce qu'il a toujours été au contact, même quand ça souriait moins, il s'est montré présent et combatif. Donc voilà, il y a vraiment eu un scénario incroyable avec un aboutissement rêvé pour le Français et pour le Ligérien. Après, il y a une autre performance qui m'a marqué, c'est celle de ce pongiste qui joue avec les mains, que j'ai eu la chance de pouvoir commenter, avec la bouche, pardon, que j'ai eu la chance de pouvoir commenter. Et l'histoire, elle est belle parce que ce mec, il voulait faire du foot après son accident en train qui l'a privé des 2 bras. Il veut faire du foot, finalement, il a un peu peur lors des chutes, il a un peu mal, il a un peu peur et donc il dit qu'il va vers un sport qui est plus pratique pour lui, le tennis de table, un sport de raquette. C'est assez particulier comme réflexion parce que quand on n'a pas de bras, on ne pense pas forcément à faire un sport de raquette. Lui, voilà, il s'est adapté à tout ça et je trouve que c'est une vraie image du paralympisme. En fait, c'est qu'on réfléchit plus à ce qu'on va pouvoir faire dans l'état où on est, entre guillemets, qu'à ce qu'on ne peut pas faire, quoi.